C'est certainement l'un des regards les plus éminents sur la vie politique française. Bonjour Michel Cotta, éditorialiste star, bien sûr. Vous avez écrit de nombreux livres. Vous êtes étonné du résultat de cette élection présidentielle, de la réélection, pour la première fois sans sortir d'une cohabitation d'un président sortant? Pour dire la vérité, je ne pensais pas effectivement que le chiffre atteint par Emmanuel Macron serait aussi élevé hier soir. Je pensais que le combat serait plus difficile et même à un moment donné, je dois dire, j'ai douté. Il y a un an, par exemple, je me disais qu'il ne serait jamais réélu. Après, surtout l'histoire des Gilets jaunes, etc. Donc, oui, moi, ce chiffre de voix m'a étonné. Oui, Voilà. oui, oui, on attendait un résultat beaucoup plus serré dans les sondages. Apparemment, en toute fin de campagne, notamment après le face-à-face, le débat dont on avait parlé la semaine dernière sur ce plateau, eh bien, ça s'est élargi. Macron a pris le large. Ça s'est élargi. Ceci étant, on disait, vous vous rappelez, au début, on disait, il n'y aura pas de front républicain. Alors, un front républicain, ce sont des gens qui s'agrègent pour empêcher l'extrême droite, en l'occurrence Marine Le Pen, d'arriver au pouvoir. On a dit non, cette fois-ci, ça ne marche pas. En réalité, ça a marché. C'est-à-dire, en réalité, beaucoup de gens se sont prononcés pour Emmanuel Macron en disant qu'ils voulaient faire barrage à Marine Le Pen. Donc le Front républicain, quelque part, a existé et explique tout de même ces 58%. Oui, oui. Alors on voit ici les images, donc hier sur le champ de Mars d'Emmanuel Macron avec ses partisans lorsque le résultat est tombé. Dans le discours du président de la République, j'ai envie de dire du nouveau président, puisqu'on va en parler, de savoir s'il va changer ou pas, nouveau président Macron, mais il dit ces résultats-là m'obligent, le fait qu'il y ait eu ce barrage républicain, le fait que peut-être une partie des gens qui avaient voté pour Mélenchon au premier tour se sont reportés vers lui, m'oblige. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, ça veut dire que... il a dit lui-même, à partir de maintenant, il n'est plus le président d'un clan, ni d'un camp. Il est le président de tous les Français. Par conséquent, il doit tenir compte des revendications qui se sont manifestées. Le problème, c'est qu'elles se sont manifestées et à sa droite et à sa gauche. Donc la difficulté pour Emmanuel Macron maintenant va être sur le terrain, par exemple, sécuritaire, qui était très important pour les électeurs de Marine Le Pen. Il va sûrement être obligé d'accentuer un tout petit peu sa politique. Et sur le pouvoir d'achat, qui était aussi commun à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen, il va aussi essayer de faire des choses sur les salaires, d'augmenter les salaires, etc. Mais je vous rappelle qu'on est dans un moment difficile, très difficile, où l'inflation s'annonce, où la guerre d'Ukraine ne permet pas de penser qu'elle s'arrêtera demain matin. Et par conséquent, si l'inflation dure, c'est vrai que l'équation d'Emmanuel Macron est particulièrement difficile pour ce second septennat, quinquennat. Oui, oui, un quinquennat. Et surtout, là maintenant, des élections législatives. Alors, des élections dans un mois et demi. C'est ça, dans cette semaine. Ce qui est beaucoup, cette semaine, généralement, il y a moins de temps. Et alors, l'effet présidentiel joue sur l'effet législatif. Et donc, les candidats présidentiels sont, généralement, ont toujours été majoritaires après une élection de ce type. Là, évidemment... ça va être plus dur, il va y avoir des gens sur sa gauche, des gens sur sa droite. Le problème est que quand on entend Jean-Luc Mélenchon dire « il faut m'élire Premier ministre de la France », on rêve. Parce qu'en réalité, pour être Premier ministre de la cohabitation, il faut avoir une majorité de voix à l'Assemblée législative, à l'Assemblée nationale. Et franchement, même s'il est arrivé en numéro 3, on voit mal sur le terrain la gauche être majoritaire. Même s'il y a une alliance à gauche avec les écologistes, avec peut-être le Parti socialiste. Oui, mais enfin, on a vu combien ça donnait 23%. 23%, c'est un petit quart quand même de l'électorat. Donc, de là à, dans les circonscriptions, affirmer sa supériorité face au candidat présidentiel, face au candidat de la droite qui est là, et face au candidat de Marine Le Pen, c'est pas donné. Oui. La France a glissé plutôt à droite, on le sait. L'idée que la gauche puisse gagner des législatives que la droite a gagné elle-même paraît difficile. Oui, oui, mais même si Mélenchon dit c'est grâce aux voix des Insoumis qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est élu. Est-ce que ça c'est vrai, qu'il est mal élu même, dit-il? Oui, mais il dit qu'il est le plus mal élu de la Ve République. C'est faux.
Et ensuite, oui, après tout, les gens qui se sont reportés sur lui, je crois qu'on a fait le calcul hier soir, 53% des Français se sont tournés vers lui spontanément, avec adhésion, tandis que le reste a voté contre Marine Le Pen. Enfin, ça fait quand même une adhésion assez importante, et une adhésion qui fait qu'un président de la République peut présider. Oui. Donc j'étais moi étonné quand même par les commentaires ultra négatifs hier soir sur oui, mais c'est vrai que Marine Le Pen a fait beaucoup de voix. Oui, c'est en effet quelqu'un qui a fait beaucoup de voix et dont il faudra en effet tenir compte. Mais c'est quand même une victoire du président de la République sortant qui, pour la première fois en non-cohabitation, a été réélu. Oui, alors Marine Le Pen, pour parler d'elle, affirmait hier soir que oui, c'est une défaite, mais c'est quand même une victoire. On a l'impression que tout le monde a gagné, comme à chaque fois d'ailleurs en France. Hein. Elle n'a pas tort. En effet, elle a effectivement augmenté le nombre de ses voix. Je ne parle même pas par rapport à son père, mais par rapport à ses trois autres candidatures. Oui, elle a augmenté, c'est-à-dire qu'elle devient effectivement importante dans le paysage. Mais face à un président français. sortant, ce qui était plus facile pour elle. Voilà, elle avait un bilan, oui. Si vous voulez, on a l'impression qu'il y aura... Ce que veut faire, au fond, Emmanuel Macron, on le sait, il l'a dit, il veut un grand groupe central, grand groupe central, mais le problème est de savoir si le groupe central entraîne forcément qu'il y ait à sa gauche et à sa droite des gauches et des droites radicales. Voilà. Est-ce qu'il peut augmenter sa majorité en ayant comme ça chacun et à droite et à gauche de gros adversaires, ayant d'ailleurs à peu près un quart des voix chacun. Donc alors, Marine Le Pen avait dit que ça serait sa dernière campagne. Maintenant, elle a encore changé d'avis. Oui. Visiblement, elle n'a pas envie de raccrocher. Non, mais ils disent tout ça. Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon, tout le monde disait, bon, ben voilà, troisième... non, il repart. Et ça, vous les connaissez bien. Hein, c'est le plaisir du pouvoir. J'ai jamais vu quelqu'un... Enfin, il y a des exemples de gens qui raccrochent volontairement. Hein, il y a des exemples, mais pas beaucoup, vraiment. Y compris quand ils disent, c'est ma troisième élection. Même si Zemmour a rappelé que c'était la 8e fois que le nom de Le Pen est battu. Oui, voilà. Mais c'était pas une façon très élégante d'envisager une future alliance des droites qui prônent de ses voeux. J'ai trouvé que pour commencer à ouvrir la main vers Marine Le Pen, c'était assez maladroit de dire que pour la 8e fois, les Le Pen étaient battus. Mais d'autant que Marine Le Pen prend bien soin de dire qu'elle est différente de son père et qu'elle a passé son temps depuis 2 ans à justement changer de comportement, changer de visage, s'arrondir. Elle a ripolliné la façade, comme lui dirait Macron, c'est ça ? Oui, oui, c'est vrai, parce que son programme est resté un programme quand même très anti-européen, très sécuritaire. Mais enfin, bon, c'est quand même quelqu'un qui compte dans le paysage français. Il faudra compter sur elle. Alors, que va faire Macron ? Comment il peut faire un gouvernement avec tout ça à l'intérieur ? C'est pas possible. Oui, mais bien sûr, il ne va pas prendre à la fois des gens du... Robert Ménard, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui font des offres de service, là, on a l'impression. Hein. Oui, enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, il ne va pas faire l'erreur qu'avait commise Chirac dans sa deuxième réélection, c'est-à-dire ne pas ouvrir davantage sa majorité, parce que il a dit votre vote m'oblige, je suis le président de tous les Français. Donc je ne sais pas vers quelle ouverture il s'oriente, mais il s'oriente peut-être vers une ouverture vers la gauche, puisqu'après tout, la gauche qui a voté Mélenchon pourrait facilement trouver certains échos à l'intérieur de la gauche macroniste. Et puis il va essayer d'ouvrir vers la droite républicaine. Ça, il y a beaucoup de gens déjà qui se sont proposés, et essayer avec tout ça de faire une majorité, mais qui sera peut-être une majorité de coalition. Oui. Il sera peut-être avec les anciens venus de la droite, avec le MoDem de François Bayrou, avec La République En Marche du président de la République, et avec peut-être l'aile gauche autour de Olivier Véran, Dussopt, etc. Donc ce sera plutôt une coalition sans doute qu'une majorité unanime. Mais enfin, après tout, pourquoi pas ? Oui. Vous diriez que dans 5 ans, l'extrême droite, parce qu'elle progresse à chaque fois, est aux portes du pouvoir. Il avait dit, Emmanuel Macron, mon but sera d'empêcher, enfin de ne plus envie d'avoir à voter pour l'extrême droite. Il a échoué là-dessus.
il a échoué sur le fait de disparaître, effectivement, de faire disparaître l'extrême droite, mais c'était un pari de toute façon intenable. Non, moi, ce qui est étonnant, c'est la place quand même de la droite extrême, je dirais pas l'extrême droite, je dis la droite extrême ou la droite radicale, dans le paysage politique français, parce que ça n'est pas le cas dans tous les pays latins. Vous remarquez qu'en Espagne, il y a quand même un Premier ministre social-démocrate, Mario Draghi en Italie, avec un danger fasciste qui a été battu en brèche, Matteo Salvini a été finalement écarté du pouvoir. Donc pourquoi est-ce que la France... alors on dit c'est les fractures françaises. Mais des fractures françaises, il y en a toujours eu. Des fractures entre les grandes villes et les petites villes, entre les grands bourgeois et les ouvriers. Le problème quand même essentiel pour Emmanuel Macron, c'est que les ouvriers, il y en a beaucoup moins qu'avant, évidemment, puisque la France a été frappée par la désindustrialisation. Mais les ouvriers ont quand même voté Marine Le Pen. Donc son problème, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui calme les classes moyennes qui ont peur du déclassement et les classes ouvrières salariales qui ont peur pour leur pouvoir d'achat. C'est là-dessus qu'il va falloir agir, sûrement. Oui, oui, une France totalement fracturée. Et alors, on revient sur Mélenchon, on disait qu'il y avait 3 blocs. Alors, si on regarde le bloc à gauche, on pourrait dire que Mélenchon a en quelque sorte vampirisé ce qu'était la gauche social-démocrate, qui est à 1,7%, le Parti socialiste, et qu'au fond, il y a une sorte de radicalisation de la droite, de la gauche, qui veut la 6e République, qui veut abattre le capitalisme. Je n'y crois pas. Je pense que ça a été un vote utile, que les socialistes et les Verts, beaucoup d'entre eux se sont reportés dès le premier tour sur Jean-Luc Mélenchon, mais dire que tous, ils veulent une 6e République, que tous, ils veulent des référendums révocatoires, que tous, ils veulent une nouvelle Assemblée constituante, ça, sûrement pas. Moi, je dirais que Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas vampirisé la social-démocratie. D'une certaine façon, il l'a tuée. Il l'a tué. Les sociodémocrates, vous allez voir, ils se retrouveront plutôt du côté du social-libéralisme d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire qu'au fond, cette gauche-là, cette gauche insoumise, beaucoup plus, je le disais, radicale, devient la gauche aujourd'hui en France ? Non, je pense qu'elle a tué un certain côté donc, de la gauche, qui a été très important, qui était celui de la social-démocratie, qui est important en Europe. Non, je pense que c'est une victoire de circonstance, là, franchement. La victoire de Mélenchon, c'est une victoire du talent oratoire, d'abord. Ensuite, c'est vrai que c'est dans ce paysage politique, c'est quelqu'un qui compte, dont les bons mots, dont les mauvais mots, dont l'agressivité marque beaucoup. Mais je suis persuadé que ni les Verts, ni le Parti socialiste actuel ne se reconnaissent dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. On le verra d'ailleurs. On le verra très bien aux élections. On verra comment ça se passe. Oui, oui, une possible cohabitation, c'est possible. Non, mais dans les faits, est-ce qu'un président Macron peut cohabiter avec un Premier ministre qui veut la 6e République ? Avec un gouvernement totalement opposé avec ce... Attendez, de toute façon, si jamais Jean-Luc Mélenchon avait une majorité, parce qu'on part de ça, il dit il faut m'élire président de la République, il faut m'élire Premier ministre, mais il faut m'élire Premier ministre. C'est pas comme ça que ça se passe dans les législatives. Il faut élire sur les 577 députés, plus de la moitié qui votent pour Mélenchon. Et la moitié des Français ne votent pas pour Mélenchon, puis voilà. Donc, il aura sûrement des députés, et il faut qu'il en ait. Ça me paraît normal. Avec de la proportionnelle, après, parce que voilà, oui, peut-être aussi c'est normal quand même. On ne peut pas, c'est un courant de pensée important qu'on ne peut pas exclure. Mais de là à dire qu'il aura la majorité des députés, moi, j'y crois pas une seconde, voilà. Oui, oui. Alors, Emmanuel Macron, réélu, on le disait, Michel Cotta, vous le connaissez bien, on l'a senti ému hier de cette réélection. On a même entendu Brigitte Macron dire « c'est encore plus beau que la première fois, que la première élection ». Alors, ceci étant, il n'y avait pas la même... le même enthousiasme que la première fois au Palais du Louvre. Là, aux Invalides, là où ils sont... Il y avait quand même une volonté de marquer la gravité de la situation. De toute façon, il sera arrivé en riant et en levant les bras, tout le monde aurait dit « il est arrogant ».
Donc c'est Oui. difficile pour... Il y a un peu d'anti-Macron, vous diriez, dans le système, un peu. Bon, on a entendu le tout sauf Macron. Oui, oui, on a entendu. C'est-à-dire Oui, l'arrogance, il y un a certain toujours, nombre vous de choses qui savez, lui sont reprochées. d'accord, on avait entendu le tout sauf Sarkozy. Moi, je me rappelle qu'il y a des années, on disait que Mitterrand avait été élu par refus de Giscard, ou que Giscard, en 74, avait été élu par refus de Mitterrand. C'est un peu comme ça que ça marche en France. Ça, c'est pas nouveau. Rappelez-vous l'anti-sarkozysme à la fin de son quinquennat, qui était absolument, qui a expliqué d'ailleurs la victoire de François Hollande. Donc je crois que c'est une mauvaise partie du comportement électoral des Français. De se diviser à l'outrance. On a bien vu tous ces partis se divisant en petites chapelles quand même. Bon, et deux, de considérer que on vote pour l'un par rejet de l'autre. Et évidemment, à un moment donné, évidemment, personne n'est plus content, c'est sûr. Oui. Mais je crains effectivement que ce quinquennat soit très difficile pour Emmanuel Macron, pas seulement politiquement, ça, à la rigueur, la politique, mais sur, par exemple, le pouvoir d'achat dans les conditions dont on est, c'est-à-dire avec une guerre, si elle dure. C'est vrai que l'inflation va être très difficile à contenir. Oui. Et l'inflation, comme vous savez, ça pénalise quand même essentiellement les retraités, mais aussi un peu tout le monde. Les gens qui ont des salaires qui ne montent pas assez vite sont pénalisés évidemment par l'inflation. Oui, avec une opposition qui risque d'être plus dure encore. Alors, je notais que Marine Le Pen, dans son discours hier soir, à la différence de ses prédécesseurs, n'a pas envoyé de message à celui qui avait gagné en disant on lui souhaite bonne chance dans l'intérêt de la France. C'était très agressif, au contraire. Oui, elle a passé un coup de téléphone quand même. C'est elle-même qui a d'abord passé un coup de téléphone et tout de suite après l'élection à Emmanuel Macron. Donc je pense qu'elle faisait davantage ça pour garder son électorat que par animosité personnelle là avec le président de la République. Enfin, on ne peut pas dire que le combat va s'arrêter. Le combat ne s'arrêtera pas après l'élection du président de la République. Oui, ça, alors c'est sûr. ce qui est vrai, c'est que les porte-parole d'Emmanuel Macron, depuis hier sur les plateaux de télévision, expliquent que ce sera un autre président, qu'il va changer, qu'il a changé. Est-ce que vous le connaissez bien? Est-ce que c'est possible, Emmanuel Macron, nouveau? Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça dépend de l'ouverture et de l'ouverture réussie, parce que je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de présidents qui ont voulu ouvrir leur majorité et ça a été une catastrophe et ça n'a pas marché. Donc il faut une ouverture qui soit soigneusement délimitée et soigneusement fabriquée. Et puis il y a une méthode. Alors peut-être que effectivement, dans un premier temps, Emmanuel Macron n'a pas vraiment discuté avec les uns avec les autres, encore que, vous savez, tout le monde dit on n'a pas eu droit, on n'a pas été entendu. Puis en réalité, tous les ministres reçoivent, Bruno Le Maire a reçu pendant 2 ans tous les industriels, tous les artisans, tout le monde a été finalement... donc il faut quelque chose qui marque que le rapport, que la concertation est une vraie concertation. Et peut-être la renvoyer notamment sur, naturellement, la retraite, parce que c'est ça qui fera le plus de problèmes. Il faut changer les modes de concertation, je suppose. Il faut faire intervenir davantage, peut-être, un ou deux référendums. Ça, de ce point de vue-là... Oui, ça avait l'air d'être envisagé, par exemple, sur la fin de vie ou ce genre de sujet. Voilà, ça avait l'air d'être... Et je pense qu'il faut... Mais enfin, sur la politique, en tout cas, il faut trouver un système, pour élargir sa majorité, c'est-à-dire désarçonner un peu la gauche et la droite, et ensuite tenir davantage compte des préoccupations des uns et des autres. Mais ça, c'est ce qu'on dit quand on est élu. Et puis après, au moment où on est obligé de prendre des décisions, oui, c'est vrai, les présidents de la République prennent des décisions tout seuls. C'est comme ça sous la Ve République, et sinon il faut retourner à un régime d'assemblée où aucune décision n'était prise. Voilà, c'est un choix, c'est le choix de la Ve République, et on ne peut pas reprocher à la fois à la Ve République d'avoir instauré une certaine stabilité, et à la fois d'avoir instauré trop d'autorité. Ça a été le cas de tous les présidents de la République qui se sont finalement, qui élus au suffrage universel, sont au bout du compte les responsables de ce qui se passe.
Donc, on peut dire bonne chance pour la majorité future, mais c'est vrai que ça risque d'être particulièrement difficile pour Emmanuel Macron. Mais après tout, c'est lui qui l'a voulu. Merci beaucoup. Michel Cotta, qui va analyser donc le résultat de cette élection présidentielle. Vous reviendrez nous voir sur ce plateau Avec régulièrement. Il va y avoir des élections législatives très bientôt. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.